bonjour. Bonjour. Alors l'importation des médicaments, la facture en hausse, elle va dépasser les 2 milliards de dollars. Ça alerte, ça inquiète ou c'est justifié, M. Abed? Je pense que c'est justifié parce qu'en fin du parcours, lorsqu'on parle d'augmentation de la facture, c'est tout à fait normal avec le temps actuel, avec l'espérance de vie qui s'allonge, avec les malades chroniques qui éventuellement à un certain âge, donc on est obligé de développer plusieurs maladies chroniques, avec la prise en charge de la sécurité sociale à ces malades, donc automatiquement on consomme beaucoup et puis la facture elle est obligée d'augmenter. Ainsi qu'il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont actuellement sur le marché international, l'Algérie ne peut pas être à l'écart, elle est obligée d'utiliser ces produits et voilà, donc je pense que c'est très logique, c'est justifiable. Donc pas de raison de s'inquiéter? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ça. Mais est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui à l'importation, cette importation massive de médicaments qui va dépasser les 2 milliards de dollars, M. Abed? Bien sûr, de toute façon il y a tout le temps des alternatives, parce que si on parle de diminution de la facture, donc il faut ouvrir le dialogue large et voir de quelle façon on pourra la diminuer. À notre avis, c'est d'encourager la production nationale. Il n'y a pas d'autre alternative. De deux, c'est de pouvoir éventuellement discuter clairement et honnêtement sur ce sujet-là, afin de rationaliser aussi l'utilisation des produits. Mais quand on parle de rationalisation, qu'entendez-vous exactement par là, M. Abed? Est-ce que cette rationalisation doit se faire au détriment, aux dépens de la santé publique? Du tout, personne ne l'acceptera et nous on ne l'a jamais accepté parce qu'on est des professionnels de la santé, on vit quotidiennement avec ces malades et c'est notre tâche de prendre en charge ces malades-là. Ça fait partie de notre quotidien, donc on ne peut pas parler de rationaliser qui dépend ou au dépend de la santé des gens, du tout. Mais rationaliser, c'est d'éviter le gaspillage, d'éviter l'utilisation anarchique et aussi d'éviter les produits périmés et réguler le marché du médicament par rapport, c'est-à-dire depuis l'importation ou la production jusqu'aux malades. Donc là, il y a tout un parcours et il faut prendre en charge tout le parcours. Il ne faut pas prendre en charge uniquement une partie du parcours. Mais dans la rationalisation, vous encouragez aussi la consommation du générique? Oui, bien sûr, il faut encourager la consommation de générique, il faut expliquer aussi c'est quoi le générique, il faut aussi, comment dirais-je, tranquilliser les gens et leur expliquer exactement c'est quoi un générique, parce que la plupart ne comprennent pas, donc la tâche de tous est éventuellement, lorsqu'on dispense le générique, il faut que le malade sache que le générique c'est une même molécule que le princeps. Et là, il faut aller dans ce contexte. Si on n'encourage pas, on n'explique pas, on ne pourra pas encourager. Mais justement, parfois, le générique, il est boudé par les prescripteurs ou même, c'est-à-dire les médecins. Et c'est ça c'est un des problèmes justement, si vous voulez, bon ça fait partie justement des problèmes de discussion sur les pénuries, puisqu'on enchaîne toujours, donc c'est ça. Lorsqu'on parle de pénurie des médicaments, parce que le prescripteur insiste sur telle molécule, tel laboratoire, et lorsque le malade ne trouve pas cette molécule, pour lui, c'est une rupture du produit. Alors que des fois par moment, bon, l'État est souverain, elle interdit des produits à l'importation parce que ces produits sont produits en Algérie et nous on a tout le temps encouragé cela, donc on parle de rupture et pour nous ce n'est pas une rupture de ces produits, du moment que la molécule existe sur le marché. Voilà le problème. Mais le générique a les mêmes effets thérapeutiques qu'un princeps, c'est-à-dire le médicament mère? Bien sûr, sinon, bon, le générique, il y a une définition. Le générique doit être la même molécule dans sa composition, dans son dosage, même dans sa forme, que le princeps. Donc maintenant, s'il y a des effets indésirables ou des problèmes qui sont ressentis ou à la longue sur ce médicament, tout le monde doit jouer le jeu et tout le monde doit travailler et dénoncer pharmacovigilance afin de retirer ce produit. Mais entre disponibilité et indisponibilité du médicament, souvent l'UNOP a dénoncé un peu les ruptures de médicaments ou pénuries de médicaments. Est-ce qu'il y a toujours des pénuries ou alors c'est moins visible aujourd'hui? Bon, là, les pénuries, nous, on l'explique de trois façons. Donc lorsqu'on parle de pénuries, comme j'ai dit, il y a les pénuries par rapport aux prescripteurs qui prescrivent des produits qui ne sont pas sur le marché, ou bien qui sont arrêtés à l'importation. De deux, les malades aussi, l'esprit du malade algérien, il est conditionné par la couleur de la boîte et la forme de la boîte. Donc s'il ne trouve pas cette boîte pour lui, il y a des pénuries. Aussi, on parle des pénuries, il y a des perturbations, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la chaîne du médicament, au niveau par exemple de la distribution, et aussi il y a le problème de temps en temps du monopole. Parce que lorsqu'on parle de pénurie, lorsque le médicament, une molécule qui est monopolisée par une ou deux personnes, le problème se pose. Et de là, on aura ce qu'on appelle un problème de disponibilité au niveau d'une région sur une autre. Mais avant d'aborder la question de la distribution, moi je veux revenir sur cette question précisément pour avoir une réponse claire. Dans les faits, y a-t-il pénurie de médicaments ou pas de pénurie de médicaments? Il y a des perturbations, bien sûr. Bien sûr, il y a de temps en temps des perturbations. C'est ça, c'est pour ça que des médicaments manquent actuellement? Actuellement, il y a des perturbations, oui.
Oui. Et c'est pour ça que j'ai parlé de monopole. Parce qu'à titre d'exemple, il y a des produits qui sont monopolisés par des personnes, et là, il y a le diktat, c'est-à-dire ces personnes-là vont imposer leurs conditions au niveau du marché, et là, je reviens aux ventes concomitantes, qui sont appliquées sur le pharmacien, et qui se trouvent devant une situation impossible, avec un surstockage, parce que on lui impose de prendre d'autres produits pour avoir quelques boîtes de ce produit-là, et là, on tombe et on dit qu'il y a rupture. Oui, bien sûr, parce que c'est pour ça que j'ai dit il faut réguler le marché et voir un petit peu cette façon de distribuer les médicaments et d'enlever le monopole à quelques personnes. Justement, vous parlez de régulation, vous relevez le problème de la distribution et vous déplorez le monopole de certains distributeurs. Quand vous parlez de distributeurs, lesquels des distributeurs? Même importateurs. Même importateurs. Combien sont-ils? Bon, ils ne sont pas nombreux, mais lorsqu'on parle de rupture, peu importe le nombre. L'essentiel, c'est que le produit, lorsqu'il est monopolisé et on impose sur le marché, sur une pratique commerciale illégale, et ça provoque une perturbation qui dit rupture, pour nous c'est un problème parce que c'est qui subit en fin du parcours, c'est le pharmacien qui subit ce diktat. Et là, on se trouve devant une situation impossible. Est-ce qu'il y a lieu de prendre ces ventes concomitantes et avoir un surstock, alors sur le dos de ce pharmacien, sur la trésorerie du pharmacien, sur la gestion du pharmacien? Alors nous, on ne peut pas imposer à ce malade, lorsqu'il vient prendre un produit, il dit écoutez, ça c'est un produit rare, un produit qui est un petit peu imposé par d'autres, donc vous devrez prendre d'autres. Non. Alors justement, vous dénoncez un peu quelque part le diktat de certains distributeurs, grossistes et importateurs. Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que c'est une question que vous avez soulevée? Ça a déjà commencé, bien sûr, ça a déjà commencé. Et là, par cette commission qui est ouverte par Monsieur le ministre, décidée par Monsieur le ministre, est en train de se faire. Et tout le monde, tous les acteurs du médicament sont associés à cette commission qu'on appelle commission de concertation du médicament. Et de là, tout le monde participe. Qu'est-ce que vous proposez, l'UNOP? Pardon? Qu'est-ce que vous proposez, l'UNOP, par rapport à ce problème que vous soulevez? Le diktat et le monopole? Ah, d'accord. Donc là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur un cahier de charge qui va être établi pour la distribution. Parce qu'on parle de bonnes pratiques de fabrication. Il y a des bonnes pratiques de dispensation, mais on n'a jamais parlé de bonnes pratiques de distribution. Aujourd'hui, ces bonnes pratiques vont être sur le marché, sur le terrain, avec un cahier de charge sur lequel il doit y avoir ce qu'on appelle des clauses et qui désignent, qui orientent exactement la distribution dans le sens propre du mot. C'est-à-dire il y a droit et devoir. On ne peut pas avoir des droits sans devoir. On ne peut pas avoir des devoirs sans droit. Donc là, le cahier de charge, il va baliser. C'est ce qu'on avait tout le temps demandé. Hein. Mais qu'est-ce qu'on entend par... comment on peut, c'est-à-dire qualifier le marché du médicament actuellement entre les différents intervenants, importateurs, distributeurs, grossistes et officines, c'est-à-dire les pharmacies? D'accord. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une entente et un travail collectif de tous les acteurs du médicament. Comme j'ai dit, le travail est déjà commencé et en espérant qu'il va continuer. Parce qu'en fin du parcours, nous, on est des hommes de terrain. C'est nous qui sommes là en face de tout. On est en face du malade lui-même, on est en face des problèmes de perturbation du médicament et on est en face aujourd'hui aussi de la médication en général. Combien vous êtes globalement, en chiffres, hein? Les pharmaciens? Oui. Aujourd'hui, donc, les officinaux, ils sont 9130, avec les agences d'Indimed, et là, justement, j'ouvre une parenthèse si vous permettez, c'est la honte du siècle, justement, parce que un pays, le seul pays qui a des pharmacies sans pharmaciens. Et aujourd'hui, les universités algériennes forment des pharmaciens, des jeunes, qui sont en chômage. Alors, nous, on avait proposé, là, les dernières journées internationales qu'on avait organisées le 16 et le 17 de ce mois, il y a quelques jours, où on avait annoncé et dire qu'il faut que ces pharmacies soient cédées aux jeunes pharmaciens à dinar symbolique. Voilà. Donc, les pharmacies relevant d'Indimed. D'Indimed, exactement, ils sont au nombre de 920. Et il y a aussi les agences CNAS, qui sont au nombre de 50. Et il y a aussi les mutuelles qui sont au nombre de 12. C'est devenu un business, la pharmacie? Pratiquement. Parce que si on rentre... Et oui, bien sûr, parce que si on rentre dans ce cadre-là, on se dit, donc un pharmacien d'officine qui fait des études et on lui permet d'ouvrir une pharmacie suite à ces études-là des années, on se trouve en face d'une concurrence déloyale qui n'a rien à voir avec des pharmacies qui s'ouvrent parce que telle société ou tel organisme a voulu avoir une pharmacie à lui. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et on ne peut pas organiser et on ne peut pas, mettre sur place un mécanisme qui pourra légaliser tout ça. Parce que vous savez, la pharmacie, c'est le métier le plus réglementé de tous les métiers.
La pharmacie d'officine, c'est ça. On est tellement réglementé, il y a une panoplie de textes, où aujourd'hui on se voit les mêmes contre les textes, et il y a des pharmacies qui ouvrent. Indimed, CNAS, mutuelle, où est-ce qu'on va? Géré par des gens qui n'ont pas de Géré par diplôme qui en n'ont pharmacie. rien à voir avec la pharmacie. Et là, ça cause un préjudice énorme. Monsieur Faïs, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on vient de le dire à l'instant, Hakim, avant d'aborder la question de la pharmacie de garde, nous allons revenir sur certains aspects que vous avez relevés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Alors en tout, il y a 9130 officines privées. Globalement, entre Handimed et celle de la CNAS, Handimed 920, je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres, et celle de la CNAS, globalement, le corps englobe 10 112 pharmacies entre privées Handimed et celle de la CNAS, 600 grossistes, 125 importateurs. Comment mettre de l'ordre dans tout ça aujourd'hui, puisque vous appelez à réguler le marché du médicament? Ah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, bon, par la même hein. occasion, bien, on salue ce ministre qui a pu prendre ces décisions afin d'ouvrir le dialogue, parce qu'on l'a tout le temps demandé depuis des années. Aujourd'hui, un dialogue qui est ouvert. Donc, il y a comment dirais-je, une volonté de pouvoir réguler ce marché. Nous, on est là, on a tout le temps tendu la main et dire que on est prêt à travailler en collaboration afin de mettre de l'ordre. Ben, aujourd'hui, Dieu merci, donc même du moment qu'il y a la discussion sur ce sujet-là, donc réguler le marché, c'est-à-dire parlant de l'importation de la production jusqu'au l'officine ou le malade. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, donc les bonnes pratiques de fabrication elles sont là, donc il y a des organismes qui veillent. Nous on parle de la distribution. Aujourd'hui 600 grossistes, nous c'est trop. Maintenant ces 600 grossistes ne sont pas tous professionnels. Nous on est en train de s'organiser pour votre information. Nous en tant que syndicat, on a tracé une feuille de route où on encourage les groupements de pharmaciens afin de se convertir ou se lancer dans la distribution. Et donc pourquoi, quel est le motif qui nous a poussé à faire ça? C'est de pouvoir éventuellement professionnaliser la distribution. Oui, mais 600 grossistes dans seulement 10 ont le monopole du marché. Et les 600 grossistes, la plupart, sont concentrés au niveau des grandes régions. Celles du Sud sont très mal alimentées. Et c'est la raison pour laquelle on s'est organisé en groupement. Justement, parce que nous, on a soulevé fut un temps où il y a des pharmacies qui se trouvent dans vraiment des coins éloignés ou dans des régions vraiment éloignées, difficiles d'accès, et les médicaments n'arrivent pas chez eux, il fallait qu'ils se déplacent, et surtout, comme vous le savez, je vous informe que la profession, elle est à 80% féminisée. Donc ces femmes-là qui ouvrent des officines au niveau parce que la couverture, elle est totale aujourd'hui, la couverture pharmaceutique, elle est totale, et on ne peut pas parler qu'il n'y ait pas de couverture. Donc il y a une couverture totale, donc il n'y a pas de raison qu'il y aura une anarchie. Dieu merci, ce ministre a pris la décision, si courageux de sa part, d'arrêter l'hémorragie des ouvertures et qu'elle va se faire dans le cadre d'une commission qui est installée entre le SNAPO et les directions de santé. Mais aujourd'hui, il faut que l'organisation et la régulation de la distribution, elle est primordiale. Il ne faut pas oublier ça, sinon on tombera toujours dans le problème de la disponibilité. Alors justement, face à toutes ces difficultés que vous soulevez ce matin au niveau de cette émission, est-ce qu'il est impératif aujourd'hui de mettre en place ou d'activer l'Agence nationale du médicament, qui elle existe de par les textes depuis 2008, mais qui n'est pas encore fonctionnelle? C'est une évidence, on l'a tout le temps demandé, on l'a salué le jour où il y a eu cette loi sur cette agence, et on l'a tout le temps demandé. Parce que je pense que c'est ou bien l'un des paramètres qui pourra éventuellement contribuer à la bonne gestion du médicament. C'est devenu un marché lucratif? Lucratif oui, parce que bon, enfin, c'est 2 milliards de dollars si c'est oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grossistes, il y a beaucoup d'importateurs, et nous, on aimerait qu'il y ait beaucoup de producteurs qui couvrent le marché. Aujourd'hui, il y a 40%, donc 60% d'importation. Et nous, on aimerait arriver, pourquoi pas, à hauteur de 70 à 80%. Comme ça, on aura à diminuer. Vous avez parlé tout à l'heure de la facture des médicaments. Et voilà, la facture, elle peut être diminuée uniquement de cette façon. C'est d'aller vers une production et couverture, ce qu'on appelle l'autosatisfaction, à hauteur de 70 à 80%. Et là, on aura éventuellement contribuer à diminuer la facture du médicament. Alors, autre problème qui est soulevé aujourd'hui, c'est la pharmacie de garde. Souvent, les week-ends, on ne sait plus à quelle pharmacie s'adresser. Un texte de loi devait être mis en place par les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé, pour un peu mettre de l'ordre dans cette anarchie existante actuellement. Est-ce qu'il faudrait revenir aux anciennes pratiques?
ou revoir ces pratiques. C'est bon, parce qu'en fin de parcours, il y avait, non, C'était publié dans la presse, on oui, le savait, le week-end, au niveau aussi des vitrines, des pharmacies, mettez le numéro de téléphone, l'adresse de pharmacie de garde. Or, ça a disparu totalement. Oui, on ne dira pas qu'il n'y a pas eu d'organisation. S'il y a un arrêté 47 de 97 qui organisait à l'époque les gardes et les heures d'ouverture de fermeture, et après il y avait la décennie noire qui a un petit peu bouleversé cette façon de faire. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a un nouveau arrêté qui est sorti le 20 août 2014. Qu'est-ce qu'il prévoit? Et cet arrêté, il prévoit les heures d'ouverture et de fermeture, les gardes du week-end, jours fériés, et aussi la possibilité aux pharmaciens d'ouvrir éventuellement, ceux qui veulent y mettre le vœu, d'ouvrir jusqu'à 22 heures. Et il y a aussi, ce qui est nouveau, c'est la garde de nuit. La garde de nuit. Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on avait demandé, d'ailleurs, il y a des commissions qui sont installées au niveau de chaque wilaya, entre le SNAPO et la direction de la santé, pour pouvoir mettre en place ce mécanisme, travailler et organiser et suivre les directives de cet arrêté. Il y a des contraintes sur terrain, il y a des contraintes par rapport à la garde de nuit. Pourquoi? Parce elle n'est pas appliquée aussi. Et oui, souvent, elle n'est pas appliquée. Non, c'est une réalité évidente. Oui, mais l'arrêté vient vous juste circulez à Alger pour avoir une pharmacie le soir, vous n'en trouvez pas. Oui. Pourtant, j'en ai vu une sur laquelle il était affiché pharmacie ouverte 24 heures sur 24. Oui, 22 heures, elle est fermée. À partir de décembre à janvier 2004-2015, les choses rentrent dans l'ordre. Mais nous, on est, comment dirais-je, il y a des réserves dessus. Par rapport aux heures d'ouverture, de fermeture, les gardes de nuit du week-end, je vous assure qu'à partir de décembre, c'est bon. Le problème sera réglé. Comment il sera réglé à partir de décembre? Ben, légalement, parce qu'il y a l'arrêté qui va être appliqué. À partir de décembre. À partir du 1er décembre. Maintenant, la garde de nuit... Ceux qui n'observent pas la garde, celle des elle va être sanctionnée. Sanctionnée. Ah, bien sûr. Et tout le monde doit observer la garde. Et il n'y aura pas une pharmacie qui est ouverte en dehors de la garde. À travers tout le territoire national? Tout le territoire national, sans exception. Maintenant, il reste le problème de la garde de nuit. La garde de nuit, il y a le problème de la sécurité sur lequel nous sommes en train de discuter. Il y a le problème de la profession qui est féminisée. Donc, on doit penser aussi aux jeunes pharmaciennes et aux femmes aussi qui sont dans des coins éloignés et n'ont pas de mesures de sécurité. Et aussi, on va penser aussi... Qu'est-ce que vous entendez par mesures de sécurité? Mesures de sécurité. Aujourd'hui, il y a des agressions en plein jour. Alors, disons, la nuit, qu'est-ce que vous en pensez? Si le jour, ils sont agressés, la nuit, c'est pire. Donc, on ne peut pas permettre, nous, et cautionner. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir une couverture pharmaceutique. Il y aura cette couverture. Maintenant, du côté réglementaire, parce qu'il y a la loi de travail aussi qu'il ne faut pas oublier. La loi de travail ne permet pas les employés femmes de travailler la nuit, jusqu'à ce que promulgation d'une nouvelle loi. Et comment on va faire? Là, il y a une contradiction avec la loi. Pour certains métiers, pas tous les métiers. Non, pour les professionnels, oui, mais pour les employés, ici. Pour les employés, on ne peut pas employer une femme le soir. Donc, aujourd'hui, comment on va faire? Est-ce qu'on a le droit d'imposer à nos employés, et je veux vous informer que la plupart des employés au niveau de l'officine, c'est des femmes. Alors, les obliger à travailler là-dessus. Ils sont partout maintenant. Eh ben voilà. Donc le problème se pose, c'est pour ça qu'on est en train de discuter. En attendant qu'il y ait promulgation d'une nouvelle loi qui permettra aux femmes de travailler le soir, d'une. Deux, ce que nous, on est en train de travailler en collaboration avec la tutelle pour voir la faisabilité sur terrain de la nuit. Parce que lorsqu'on parle de la nuit, c'est de 19 h jusqu'à 8 h du matin. Deux, trois, aussi, il faut discuter sur les moyens de rémunération aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fait une garde. Il y a des dépenses parce que la garde, elle n'a aucun caractère lucratif. Rien du tout. Parce que c'est utilité publique. Santé publique. Et si c'est santé publique, utilité publique, il y a des dépenses, mais en compensation, c'est quoi? Mais les médecins et les pharmaciens, c'est des humanistes. Non, des humanistes. De part déjà oui, le caractère de leur métier. Oui, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de raison qu'au niveau du public, il y a la garde qui est rémunérée, au niveau du privé, la garde n'est pas rémunérée. Pour quelle raison? Ils vont compenser la journée, ils vont travailler plus. Ah bon? Et avec beaucoup de dépenses et beaucoup de, comment dirais-je, de contraintes. Alors j'aborde autre chapitre, les médicaments, le périmé, oui. C'est 100 000 tonnes et peut-être même plus qui sont stockés au niveau des pharmacies. Oui. Vous le confirmez? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est alarmant. Ben oui, c'est alarmant parce que là, pour votre information, c'est depuis 2002 que ces pharmacies sont stockées au niveau des officines. Depuis 2002 qu'il n'y a pas eu solution. Il y a eu des promesses à l'époque
l'ancien ministre de l'Environnement, et malheureusement, rien n'a été fait. Alors, je vais dire pire que ça. Mais il y a des incinérateurs, il faut payer. Oui, mais l'incinération. Oui, il y a de nouveaux incinérateurs. Certains disent qu'on les stocke parce qu'on attend que l'État vienne un jour les ramasser pour les incinérer au profit des pharmaciens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agrément pour les incinérateurs. Il n'y a pas des gens qui ont eu d'agrément. D'ailleurs, grâce au SNAPO, que tous les incinérateurs qui sont actuellement sur le territoire national, c'est le SNAPO, et grâce à lui que les ministères ils ont pris la décision d'agréer ces gens-là. Ça, c'est un point. Donc il y a des incinérateurs, il faut... Aujourd'hui, il y a des incinérateurs. De deux, ce qu'il y a des incinérateurs privés à des coûts trop élevés. Mais malgré ça, il y a les pharmaciens qui ils ont ramené leurs médicaments. Donc, de trois, ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a une convention qui a été faite avec la société Lafarge, avec le SNAPO, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, où le coût vraiment il est minime, à raison de 79 dinars le kilo, à travers les territoires nationaux. L'opération a commencé à titre expérimental dans 4 wilayats, et elle va, être élargie au niveau d'autres wilayats, au niveau du territoire national. Donc on va se débarrasser de ces 1000 tonnes de médicaments pénurie stockés au niveau des pharmacies. Tout à fait, mais toujours au dépend des pharmacies. Monsieur Faisal Abed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, à bientôt.